Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons un vrai paradoxe dans l'immobilier français, à la fois des prix qui atteignent des sommets à Paris et en même temps le logement qui est la deuxième préoccupation pour les Français, derrière l'emploi, le chômage. Par rapport à ces problèmes qu'ils rencontrent, nous allons essayer aujourd'hui de comprendre les causes et en même temps d'apporter des solutions sur le moyen et le long terme, de comprendre pourquoi il y a un manque cruel de logements intermédiaires dans les zones tendues, comme en Ile-de-France, comme en zone PACA, de voir si on pourrait baisser le coût du foncier et comment. Est-ce qu'il faut libérer davantage de terrain pour permettre à ce que de nouveaux programmes puissent se faire rapidement et à des coûts plus intéressants. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Décideur TV Frédéric Goulet, qui est cofondateur de Perle, dans un instant. Alors Frédéric Goulet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Décideur TV. Vous êtes donc cofondateur de Perle. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots l'activité unique de votre société? Alors, nous intervenons en tant que partenaire des bailleurs sociaux pour développer une offre de logements locatifs à loyer maîtrisé. Le principe consiste à établir un partenariat entre des épargnants en quête de solutions d'épargne retraite, c'est-à-dire de placement pour leur argent, et des bailleurs sociaux qui vont, eux, sur une durée donnée, intervenir en tant qu'exploitants et loueurs de ces logements. Donc très succinctement, le principe est le suivant: nous construisons ou nous procurons des ensembles immobiliers dans les secteurs tendus où l'immobilier est cher et où il est d'autant plus indispensable de fournir des logements sociaux. Nous allons vendre la nue propriété de ces logements à des épargnants. Personne physique. Personnes physiques, appartement par appartement, et l'usufruit temporaire de ces mêmes logements sera cédé en bloc à un bailleur social pour une durée de 15, 16, 17 ans. La vertu de ce système est de mettre à la disposition des locataires, parce que finalement, ceux pour qui nous travaillons, c'est le bénéficiaire final qui est le locataire, des logements à des loyers accessibles, c'est-à-dire des loyers sociaux, sans mobiliser d'argent public, ni les fonds propres des bailleurs sociaux, ni les subventions des collectivités locales. Donc en fait, nous fabriquons du logement à loyer maîtrisé sans argent public. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il faut produire davantage de logements locatifs dans les zones tendues comme l'Île-de-France, comme la zone PACA aujourd'hui? C'est une urgence. C'est une urgence. Pourquoi c'est une urgence? C'est une urgence parce que le niveau des loyers qui résulte de la raréfaction de l'offre locative atteint des sommets et ampute de façon totalement déraisonnable, disproportionnée, le pouvoir d'achat des ménages franciliens ou des ménages de toutes les régions tendues. Quand vous savez qu'une proportion de l'ordre de 40% des ménages franciliens locataires vont consacrer jusqu'à 50% de leurs revenus disponibles au poste logement, vous imaginez que c'est un seuil que l'on ne peut pas envisager de dépasser, que par tous les moyens, il faut rabaisser ce seuil. Alors, on peut agir sur l'offre, mais on peut agir sur la demande. La manière d'agir sur l'offre, c'est de susciter le maximum de projets de construction d'ensemble immobilier et de libérer des terrains pour ce faire. Alors aujourd'hui, l'offre au niveau des loyers logements intermédiaires, c'est sur quelle tranche de loyer? Alors, vous avez en réalité trois strates dans les loyers. Vous avez les loyers sociaux qui, pour la région parisienne, vont s'échelonner entre 6 et 11 euros, grosso modo, selon qu'on est en PLAI ou en PLS. Vous avez des loyers libres qui, pour la région parisienne, vont commencer à 20 euros pour terminer parfois à 40. Mais entre les deux, il n'y a quasiment plus d'offres. Cette offre était assurée autrefois
par les investisseurs institutionnels qui se sont désengagés. Qui se sont désengagés, et personne ne peut leur jeter la pierre. Ils font leur métier qui est celle d'optimiser la gestion de l'argent qu'on leur confie. Donc à un moment donné, ils ont fait le choix de se désengager. Mais ça, ils ont tout de même vendu près d'1 200 000 logements. Sur quelle durée? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Un peu plus, parce que les premières ventes des institutionnels a dû intervenir dans les années 97, quelque chose comme ça. Non, sur entre 12 et 15 ans. Entre 12 et 15 ans. Mais ça commence à se terminer. Mais eux occupaient justement ce segment compris entre 12 et 20 euros le mètre carré. Et depuis leur désengagement, on le voit très bien dans les courbes, il y a un creux considérable, un déficit de l'offre, et qui correspond à l'essentiel de la demande francilienne. Parce que aujourd'hui, c'est devenu une alternative. Quand vous êtes candidat à la location d'un logement, soit vous avez les moyens de payer entre 22 et 40 euros le mètre carré, mais vous imaginez facilement que la proportion de gens qui ont la possibilité de payer des loyers à tel niveau est faible, et vous avez les gens qui n'ont les moyens que de payer des loyers jusqu'à 12 euros. Mais il y a une catégorie de gens qui est totalement laissée pour compte, c'est les gens qui ne demandent pas de logements sociaux nécessairement, parce qu'ils ont les moyens de payer plus que 12 euros, mais qui n'ont pas les moyens de payer 22. Donc c'est pour ces gens-là qu'il faut développer une offre spécifique et reconstituer le parc de logements accessibles. Et c'est tout ce à quoi nous nous attachons. D'accord, donc c'est un déficit important dans le logement intermédiaire des considérable. Considérable. Alors, est-ce que vous facilitez la mobilité géographique, résidentielle des jeunes actifs avec votre application? C'est tout l'objet du schéma Perle. C'est tout l'objet du schéma Perle. Le schéma Perle a pour vocation d'insuffler de la fluidité dans le parcours résidentiel des candidats locataires et dans la gestion du parc locatif des bailleurs. On assiste aujourd'hui à un défaut de fluidité qui résulte d'un déficit de l'offre. Pourquoi y a-t-il un déficit de l'offre? Parce que les facultés de construire sont limitées. Je rappelle, pour construire un logement, il faut un terrain, il faut de l'argent et il faut surtout la volonté. Alors, il n'y a pas de question sur la volonté. La communauté des bailleurs sociaux et tous les acteurs du logement aidés ont la volonté farouche de construire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vient ensuite les terrains. Les terrains, c'est unanimement reconnu en quantité insuffisante, et quand on en trouve, ils sont très chers. Donc se pose un problème d'argent. La valeur ajoutée du schéma Perle, c'est justement de régler le problème d'argent. C'est-à-dire que comme on ne va pas demander aux bailleurs de mobiliser de fonds propres, et comme on ne va pas demander aux collectivités locales, dans lesquelles un programme de logement est prévu, de s'engager, d'apporter des subventions, le problème d'argent est résolu. Donc nous allons générer une offre additionnelle, supplémentaire, imprévue, de logements disponibles sur une durée longue, 16 ans, 17 ans, à des loyers maîtrisés. On observe, au vu des études que nous avons fait réaliser, que le parcours résidentiel des jeunes ménages actifs connaît un certain nombre d'étapes et que la durée moyenne de ces étapes est de 3 à 5 ans. Donc quand vous avez la disposition, quand un bailleur va avoir, sans bourse déliée, la disposition d'un logement sur 15 ou 16 ans, il va pouvoir résoudre le problème de logement de 3 à 4 ménages franciliens successifs sur la même période. Donc, instiller cette dose de fluidité. C'est la première valeur ajoutée du schéma Perle. Alors, aujourd'hui, lorsque vous étudiez l'implantation d'un nouveau programme, est-ce que vous prenez en compte le facteur de localisation? Est-ce que pour vous, c'est important comme critère, à la fois pour l'investisseur qui investit dans une propriété, et puis le locataire qui sera locataire durant cette période contractuelle? Est-ce que pour vous, c'est primordial? Mais c'est primordial, et c'est tellement primordial que je dirais que c'est l'unique critère. C'est l'unique critère. Et c'est là où on observe quelque chose d'assez séduisant, c'est qu'il y a une parfaite convergence d'intérêts entre la quête des bailleurs et la quête de leurs partenaires provisoires qui sont les épargnants investisseurs. Quelle est la quête du bailleur? C'est celle de pouvoir procurer une offre de logement locatif à loyer maîtrisé additionnel
dans des endroits où il a le plus de mal à la générer, cette offre. Parce que c'est zones tendues, en fait. Donc, des zones tendues. Et quelle est la quête de l'épargnant? C'est d'investir son argent dans un bien immobilier situé dans un endroit qui a un sens sur le plan patrimonial, c'est-à-dire dans un endroit qui est recherché, où il y a une demande constante qui s'exerce et où là, la valeur de son investissement sera le mieux préservée. Donc tout ça s'emboîte parfaitement bien et il y a une convergence d'intérêts incontestable. C'est pour ça que ça marche. Alors, quelle alternative vous apportez aux collectivités territoriales qui aujourd'hui doivent faire face à des contraintes budgétaires importantes? Vous, en tant qu'opérateur, qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée? Elle est très simple. C'est l'exonération des moyens financiers à mobiliser, qui leur revient de mobiliser quand ils sont en situation de réaliser un ensemble de logements locatifs. Et on sait bien qu'aujourd'hui, l'argent, il manque, il devient donc le nerf de la guerre. Et qu'est-ce que nous réalisons dans ce partenariat public-privé? C'est que l'argent qui est apporté par l'épargnant il n'est pas destiné à être remboursé s'il ne constitue pas une dette pour le bailleur et il ne sera pas rémunéré pendant sa durée d'immobilisation. Donc, ce sont des fonds propres et c'est autant de moyens de financement que les acteurs publics du logement n'auront pas à mobiliser. Donc, nous résolvons. Je prends un exemple très simple. Vous avez une commune et vous allez voir que cet exemple va se multiplier. Vous avez une commune qui peine à atteindre le niveau de 20% de logements sociaux pour des problèmes qui sont différents de chaque commune. Ça peut être des problèmes de terrain, comme certaines communes de la région parisienne. Ça peut être aussi des problèmes de moyens financiers, et ils peinent. Et demain, ces 20% deviendront 25%. Donc le problème ne sera que multiplié. Eh bien, quand cette commune a la possibilité de construire, je ne sais pas, une centaine de logements, elle va aujourd'hui faire en sorte que dans ce programme, il puisse être construit ou procuré à cette occasion, grosso modo, 20% de logements aidés. Eh bien, avec notre système, ils vont pouvoir en proposer 40%. Ils peuvent, c'est pas ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, s'ils le décident, ils peuvent proposer 40 à 45%. Nous sommes actuellement en train d'étudier une opération d'envergure dans une commune de l'Ouest parisien où précisément le décompte est très simple. L'obligation qui a été faite par le maire était de 20% et que nous démontrons qu'à périmètre économie égal, nous arrivons à faire entre 40 et 45% de logements aidés. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les bailleurs sociaux n'avaient pas à mettre de fonds propres oui. dans la relation qui les lie par rapport à vous. Est-ce que vous êtes donc une solution par rapport aux bailleurs sociaux qui aujourd'hui rencontrent des problèmes de financement également Mais absolument. D'ailleurs, ils ne nous voient pas autrement. Alors, d'un bailleur à l'autre, le désir de recourir à cette solution peut varier. Mais ce que tout le monde nous reconnaît unanimement, c'est que nous faisons partie aujourd'hui de la boîte à outils de financement du logement aidé. D'ailleurs, nous ne parlons pas de logement social, parce que le logement social, c'est le métier des bailleurs. Nous parlons d'optimisation ou d'accroissement de l'offre locative de logements à loyer maîtrisé, de logements à loyer accessible. Et en fait, c'est ça, c'est le résultat qui compte plus que l'estampille que l'on met sur le logement. Donc nous aidons les bailleurs à accroître leur offre à loyer accessible. Donc ça, c'est reconnu. On fait partie de la boîte à outils maintenant. Alors, il est clair que les bailleurs, quand ils en ont la possibilité, vont souvent préférer faire des logements qu'ils vont pouvoir conserver en patrimoine. Et ça, c'est tout à fait légitime, c'est leur mission. Mais ce que nous leur proposons et ce que nous réalisons avec eux, c'est l'accroissement immédiat de cette offre et sans contrainte financière additionnelle. Alors, au niveau des investisseurs, quels sont les avantages de s'engager, donc d'investir, d'acheter de la nue propriété aujourd'hui? Alors, ils sont de plusieurs natures. D'abord, ils sont patrimoniaux. Et un des sujets de satisfaction que nous avons dans le développement de cette activité, c'est que nous avons remis au centre de la motivation d'investissement l'investissement lui-même.
C'est-à-dire que nous ne vendons pas des artifices, on ne vend pas, je dirais, une économie, je dirais, faite de différents avantages cumulés. Nous proposons un investissement qui présente un sens réel sur le plan patrimonial. Alors pourquoi? C'est très simple. Un, ça résulte de la nature du produit proposé, du bien proposé et de sa localisation. On sait très bien que dans l'immobilier, qu'est-ce qui sous-tend la valorisation du bien? C'est l'emplacement. Numéro un, l'emplacement. Ensuite, la nature du bien. Mais c'est surtout l'emplacement. Numéro 2, nous allons proposer ces biens avec une valeur, puisque les gens n'en achètent que la nue propriété, avec un prix qui est en retrait par rapport à la valeur. Cette décote, c'est de quel pourcentage? Elle dépend de la durée d'usufruit et elle dépend de la localisation du bien. Alors, il y a des normes, des grandes lignes. Sur un usufruit de 15 ans, la décote sera de 35 à 40% selon que vous êtes en région parisienne, où le rapport prix de marché niveau de loyer est X, et puis la province, où le rapport entre niveau de marché et loyer est Y. Donc grosso modo, c'est dans une fourchette de 30 à 35%. Mais c'est toujours en rapport avec le flux de loyer qui aurait été perçu. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que quand vous n'achetez le bien qu'à 60% de sa valeur, l'endettement que vous allez contracter sera en conséquence. Donc l'exposition au risque de l'investisseur et l'amputation de sa capacité d'emprunt sera de 40% moindre. Premier. Deuxièmement, il a sécurisé son investissement. Parce que quand il achète un bien en pleine propriété et qu'il paye la totalité du prix, bien entendu, il va compter sur le loyer pour autofinancer une partie de son bien. Mais un loyer, c'est par définition aléatoire. C'est-à-dire que si à un moment donné d'une période de 15 ans, le loyer fait défaut, des périodes de vacances, des locataires qui ne payent pas, etc., lui, le crédit, il reste constant. La mensualité de remboursement reste constante. Alors que dans l'autre cas, le loyer, c'est comme s'il l'avait perçu en intégralité à l'origine. Donc ça, c'est un avantage. Troisième niveau d'avantage, c'est la neutralisation des aléas inhérents à l'investissement immobilier classique. Quels sont ces aléas inhérents? C'est le risque locatif. C'est d'avoir un locataire, pas de locataire, un locataire qui paye le loyer attendu ou qui ne le paye pas, un locataire qui paye ou qui ne paye pas, des travaux qui reviennent tous les 2 ans ou tous les 8 ans, etc. Et qui peuvent, mis bout à bout, déséquilibrer l'économie prévisionnelle d'un investissement. Là, il n'y a pas d'aléa. Donc si vous mettez déjà bout à bout ces 3 avantages, vous avez compris l'intérêt que les épargnants trouvent à notre offre. Et au niveau ISF également, c'est un... Oui, mais ça c'est je dirais c'est pas significatif. Oui. C'est pas significatif dans la mesure où d'abord la proportion des investisseurs chez nous, et ça nous l'avons recensé, il y en a moins de la moitié qui sont assujettis à l'ISF. Et d'ailleurs, demain, il y en aura beaucoup moins encore puisque le seuil est remonté à 1,3 million. Et que de toute façon, c'est pas 0,5 d'économie, etc. C'est pas significatif. D'accord. Alors justement, vous qui êtes un professionnel depuis de très nombreuses années dans l'immobilier, que pensez-vous du marché immobilier parisien, francilien et en PACA, qui sont des marchés où il y a une tension des prix depuis ces dernières années? Alors, ce sont des marchés, comme vous le dites, qui sont en tension. Pourquoi sont-ils en tension? Tout simplement parce que le rapport entre la demande et l'accroissement de la demande et l'évolution de l'offre n'est pas proportionné. Alors, on ne peut rien contre l'accroissement de la demande, ça vient des flux migratoires, ça vient d'un certain nombre de facteurs, de la décohabitation, de l'augmentation de l'espérance de vie des gens, ce qui fait qu'à population constante, les besoins de logement évoluent vers le haut. Et l'offre ne suit pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi l'offre ne suit pas. Qu'est-ce qui manque dans le dispositif pour que l'offre ne suit pas? Ce n'est pas des gens qui veulent construire. Ce n'est pas des problèmes de béton ou de bloc-porte. Ce sont des problèmes de terrain. Ça fait des années que nous faisons ce métier, ça fait des années que nous faisons le même constat, qu'on ne baissera durablement et significativement le prix, le coût d'accès au logement dans les zones tendues qu'à partir du moment où on aura développé une action spécifique pour libérer les terrains.
Alors je prends un exemple très simple, et ça me saute aux yeux à chaque fois que je me promène en région parisienne, première couronne, deuxième couronne. Il suffit de lever les yeux pour savoir que les endroits où on peut construire, on pourrait construire, ils sont illimités. Illimités. Je ne citerai pas de communes en particulier, mais il y a certaines communes, je veux dire, quand vous promenez, mais vous êtes stupéfait de voir la réserve foncière qui est constructible et qui est en jachère. C'est stupéfiant. Je voudrais un système très simple. Il y a beaucoup de propriétaires qui ont un terrain. Je vais vous prendre un exemple, parce que je l'ai rencontré cet exemple. D'un monsieur qui, pendant 40 ans, a exploité un garage de carrosserie automobile dans une commune de la première couronne. Et puis, il avait un terrain assez important, parce que le terrain n'était pas rare à l'époque. Et puis, il a son logement, petit logement, le pavillon dans lequel il a toujours vécu, qui est derrière le garage. Donc, son pavillon n'est pas particulièrement luxueux. Il y a des étages, le monsieur a un certain âge. C'est un exemple vécu, hein. Le monsieur a un certain âge. Et bien sûr que ce serait préférable pour lui qu'il habite un appartement d'un immeuble qu'on pourrait construire sur son terrain et avec un bel ascenseur, un parking en dessous, et il serait très heureux. Pourquoi est-ce que ce monsieur, en plus ce monsieur a des enfants et c'est son seul patrimoine, et se pose le problème de la transmission de ce patrimoine entre ses enfants? Eh bien, pourquoi ce monsieur n'a jamais vendu son terrain? C'est tout simplement par méconnaissance et par crainte à cause de sa méconnaissance. C'est-à-dire que les seules personnes qui sont susceptibles de venir le voir en lui disant « vendez-moi votre terrain », ce sont des professionnels de l'immobilier. Ce ne sont pas des gens malhonnêtes pour autant. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais été du métier, qui a été carrossier pendant 40 ans, son premier réflexe, c'est un réflexe de crainte. Ces gens-là, je ne sais pas, peut-être que je vais me faire avoir. Ce que moi je préconise, et je sais que les maires qui le font ont du succès, c'est une action prosélyte, c'est-à-dire une action concertée qui pourrait venir de la mairie et qui pourrait apporter aux vendeurs potentiels la caution de sécurité que peut lui avoir, voilà, de sécurité, d'intégrité, voilà, et de dire monsieur, nous on est avec vous. On a envie que vous puissiez, sur votre terrain de 1500 mètres carrés, que l'on puisse construire 60 logements. Voilà. Parce que c'est pour l'intérêt général et que vous pouvez vous réserver le dernier étage, terrasse, et vous vivrez mieux que... Eh bien, voilà comment l'opération s'est débouclée. Et que nous, mairie, nous connaissons le sujet et nous ferons en sorte que l'offre qui vous sera faite soit une offre réaliste, raisonnable. Et tout le monde sera content. Et à la faveur de cette action, il a pu résoudre son problème de transmission de patrimoine par voie de dation. Tout le monde était content. Eh bien, si cette démarche prosélyte n'avait pas été faite sous l'égide de la mairie, ça n'aurait jamais été possible. Donc, avis entendeur. Et ça, avis entendeur. À tous les maires. Mais il y en a des centaines. Des centaines en région parisienne. Des centaines. Frégolet, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Décideur TV. Donc, avis entendeur à tous les maires de toutes les communes françaises concernant cette médiation qui pourrait jouer un rôle, qui pourrait jouer justement pour tous ces propriétaires disposant d'une réserve foncière et qui pourrait faciliter des opérations au cœur des villes. Donc, avis entendeur. Vous vouliez rajouter un mot? Je rajouterai quelque chose. Il y a un vieil adage qui voudrait que maire bâtisseur soit maire battu. C'est une formule, etc. Eh bien, il y a un certain nombre de maires de la région parisienne qui incarnent exactement l'inverse, qui sont pour certains entre leur 5e et 6e mandat, ce qui est tout de même une performance, et qui ont pendant toute leur période été des maires incroyablement bâtisseurs. Ce qui prouve que l'adage est complètement faux et que plus le maire construit, plus il valorise sa commune, plus il milite en faveur des intérêts de sa population. Donc, maire bâtisseur, maire gagnant. Frégolet, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour parler immobilier, évidemment. N'hésitez pas de nous envoyer des mails, des questions sur les sujets qui vous intéressent. Et à très bientôt sur Décideur TV.